Yeah la 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 le le. La la le le. Yeah la 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 le le. La la le le. Yeah la 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 le le. Yeah la 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 le le. Ya la 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 le le. On arrive à un formidable ouvrage qui est écrit comme un roman, mais qui est totalement un livre historique, qui a des dates, des références sur des noms de personnages, de lieux, d'époques et d'événements qui sont vraiment importants pour comprendre l'histoire du Khorasan, des Seldjoukides, la dynastie des Seldjoukides. C'est vraiment une époque qui est à étudier. Vous allez en apprendre plus sur les Abbassides, le conflit entre les, les Omeyyades et les Abbassides. Et du coup, vous en apprendrez aussi sur le fondateur des Assassiyun, Hassan Sabah, et le fort Alamaut, ainsi que les invasions mongoles qui donnèrent justement les, euh, les Seldjoukides avec la dynastie des Khan, descendants de Gengis Khan. Non, c'est un livre vraiment extraordinaire, formidable. Et il est absorbant, captivant, très très bien écrit. Merci de nous avoir fait partager un ouvrage digne de ce nom où on voyage littéralement dans le temps. C'est extraordinaire ce livre à lire. Je le conseille à tous. Donc les personnages de ce livre, vous allez voir, principalement tournent autour de trois grands personnages. Omar Khayyam, un poète qui aime bien son petit verre de vin, qui est en même temps quelqu'un de très érudit et qui voyage et qui a une façon de vivre qui va vous démontrer aussi quelle était l'ouverture et voire la décadence des Abbassides. Nizam el-Mulk, qui a été assassiné par un des disciples de Hassan Sabah, reclus dans son fort dans les montagnes jusqu'à la fin de sa vie. Et donc le livre voyage dans deux époques. Une époque où un homme cherche un ancien manuscrit. Bon, c'est le XXe siècle, mais cette personne qui cherche ce manuscrit vient de cette époque des Abbassides. Le manuscrit des Rubaiyat de Omar Khayyam. Là, on voit sur l'iconographie l'assassinat de Nizam el-Mulk, justement. À ce moment-là, vous allez voyager aussi dans le monde des conflits fraternels parmi les musulmans. Arslan est un personnage important du livre aussi, qui est rattaché à la dynastie des Seldjoukides. Et on peut aussi faire un lien avec les invasions mongoles qui ont pris Damas et fait qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Les vainqueurs se sont convertis à la religion des vaincus. Samarcande, Amin Malouf. Si vous pouvez avoir cette édition, c'est vraiment pour moi, enfin celle que j'avais préférée. Déjà pour la taille du manuscrit, il est plus gros, c'est écrit en gros, c'est très bien écrit, puis j'aimais bien ce format-là, il était agréable. Maintenant j'en ai un autre parce que je l'ai prêté, on me l'a pas rendu, comme la plupart des livres que je prête.
jamais. Je crois que j'en ai plus de livres qu'on m'a pas rendu que ce que j'ai. Beaucoup de livres que j'ai achetés en double, en triple, voire plus, en quadruple. Alors le mode de vie, justement, de Omar Khayyam, c'est profiter de l'instant. Alors, il y a Jahan qui est un des personnages féminins du livre, qui elle aussi est une poétesse. Donc, très important ce personnage dans le livre, dans l'histoire et dans la vie de Omar Khayyam. C'est là où on voit Samarcande, les gens s'imaginent Samarcande, la Perse, le Khorasan, ils ne situent pas. Mais c'est en Ouzbékistan, c'est aujourd'hui un pays qui a beaucoup plus de personnes qui ont un type mongoloïde que arabe. Vous voyez, Samarcande, ça se trouve pas loin de Bukhara, d'où vient le fameux Bukhari. Il était donc un Ouzbek, des gens qui n'étaient pas arabes. Et quand on les appelle Perses, il faut faire attention parce que il y a Perse et il y a Mongol. Les Turco-Mongols, les Seldjoukides, ce sont justement des gens qui viennent de ces contrées-là. Le Khorasan, vous voyez bien où ça se situe. C'était une partie de l'Iran, une partie de l'Afghanistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Turkménistan. Donc c'était un ensemble qui était déjà très très grand. Au-delà de... Même l'Iran fait partie de la Perse, mais c'est pas pareil parce que vous voyez bien que l'Afghanistan, le Tadjikistan, ça va être un côté qui est plus de l'Asie mineure, mais plus vers l'Inde. Il y aura un type plus hindou vers ici, donc avec la peau plus brune vers ici. Les Ouzbeks, des fois, ont la peau vraiment très brune. Et il y a une influence mongole. Et donc, la langue turque même, les gens ne s'en doutent pas, mais c'est une langue qui vient des steppes, qui a son origine, qui prend son origine dans les steppes de Mongolie, dû justement aux invasions mongoles jusqu'à Damas. Et vous allez être étonnés, pour certains qui ne le savent peut-être pas, mais c'est bien donc cette dynastie des Khan, des Khan, qui a donné la dynastie ottomane, qui a donné l'Empire ottoman par la suite. C'est donc par le Khorasan, vous voyez bien, ça comprend tous les rangs et ça commence à toucher la Turquie, l'Irak, donc l'Irak et le Koweït qui sont l'origine d'où viennent d'abord les familles du Najd, qui viennent du Koweït. Ils ne viennent pas du Hijaz et du Yémen. C'est ce que je voulais vous dire. Ces Arabes qui sont blancs ne viennent pas du Hijaz et du Yémen. La route de la soie, c'est carrément sur la route de Ispahan et de Samarcande, d'où leur richesse et leur influence à leur apogée. Il y a donc des livres comme celui-là qui peuvent vous renseigner sur la route de la soie. J'imagine que vous avez tous entendu parler de Marco Polo, mais ça serait peut-être mieux d'approfondir parce que justement la route de la soie, ça passait par Samarcande. Donc, Samarcande, c'était une étape indispensable et donc on y trouvait tout ce que produisait l'Asie, l'Arabie, etc. Omar Khayyam passait son temps à écrire. Donc c'est ce manuscrit qui est au centre de l'histoire et qui voyage d'époque en époque jusqu'à ce personnage qui est proche de notre époque moderne, qui lui repart jusqu'en Iran. C'est un Américain. Il repart en Iran. Il part en Iran pour justement sur une quête pour retrouver ce manuscrit. Donc on voit sur cette carte de l'Asie, la Mongolie. On voit que Samarcande c'est beaucoup plus près de l'Asie mineure.
Bukhara aussi, que l'Iran. Et Palmyre, c'est un peu plus haut que Petra, c'est vers la Syrie, donc c'est une autre catégorie d'Arabes que celle du Yémen et du Hijaz, les trois catégories d'Arabes. Alors, comme je vous disais, le manuscrit Rubayat, donc les quatrains de Omar Khayyam, est au centre de la trame de l'histoire. Il y a aussi ce côté farniente, ce côté décadent des Abbassides qui est montré dans ce livre. Du coup, c'est ce qui a sûrement précipité leur chute, mais on peut voyager vraiment dans ce monde du Khorasan à travers cette histoire. Alors, c'est pas une histoire d'amour, le livre, parce que c'est un livre vraiment historique, mais comme je vous ai dit, le personnage de Jahan est très très central dans l'histoire du voyage de Omar, qui porte un nom sunnite et qui voyage dans un pays plutôt chiite, alors que à cette époque-là, comme le dit un des passages du livre, Omar rencontre Hassan Sabbah quand il est jeune et il a une discussion profonde avec lui et il se demande si c'est pas cette discussion qu'il a eue avec lui qui a donné l'idée de faire les Assassiyun. Et donc c'est pour ça que l'histoire est reliée avec Omar Khayyam, Hassan Sabbah et Nizar Melmouk, puisque Nizar Melmouk va mourir assassiné par un des disciples de Hassan. Donc la vie des Abbassides, à Ispahan, à Samarcande, dans le Khorasan, c'est vraiment un livre qui nous permet de se plonger dans ce monde. On n'y décroche pas, hein, même c'est un livre quand on touche plus Internet, on regarde plus de films, c'est vraiment quelque chose, quand on le commence vraiment, si on aime lire, il est très bien écrit, on veut le finir quoi, on peut pas faire autre chose que de le finir. Et franchement, il est pas très épais en édition de poche, mais que j'ai là. Voilà, c'est un peu la philosophie du personnage. Donc, un morceau de pain, un verre de vin et toi. Toi, il parle de justement ce personnage féminin, Jeanne, vraiment à lire. Ce livre, il est très très enrichissant. Nizam el-Moulk, il y a d'autres ouvrages sur le personnage, parce que c'est un personnage historique connu. C'était pour vous montrer que vraiment ce livre, c'est pas qu'un roman, puisque tous les éléments du livre sont vraiment vérifiés, historiques, c'est un travail très précis, vraiment très riche. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais les présenter. Ça a déjà été fait, mais d'une manière différente de ce que je fais. Donc on voit comment un des disciples de Hassan Sabbah assassine Nizam el-Mouk. Et sachez que quand vous lisez le livre, vous vous rendez compte que les gens, ils essaient pas de s'échapper en plus. Ils savent qu'ils vont se faire exécuter, ils vont se faire tuer, donc mais ils déclament donc d'où vient le coup, c'est-à-dire il tue la personne et ensuite il te dit, enfin, pendant qu'il tue la personne, au moment où il le tue, il te dit, ben ça vient de Hassan Sabbah. Donc en fait, ça crée une certaine crainte de Hassan Sabbah qui se planque à la monte et tous les souverains le craignent parce qu'ils ne savent pas à quel moment il peut envoyer un de ses sbires vous assassiner. Alors, c'est c'est là où vous voyez aussi dans le livre, vous explique l'erreur qu'il y a des gens d'attacher
le mot hashish et hashashin à cette secte, alors que c'est pas du tout le même mot. En arabe, c'est as-source, c'est-à-dire le fondement, la base. Et donc, les assassins, c'est les fondamentaux, en fait. Ça n'a rien à voir. En plus, il y a beaucoup de légendes et de fantasmes. D'ailleurs, si vous lisez ce livre, au moins étymologiquement, le livre, il éclaircit le point de confusion. Et en plus, il explique clairement en quoi consistaient les assassins. Il fait le lien avec les Ismaéliens, à ne pas confondre avec les Ismaélites. Non, c'est un livre très, très, très enrichissant. Vous en apprendrez beaucoup. Par contre, une chose qui est vraie, sur beaucoup de choses, c'est faux, les fantasmes qu'on véhicule sur la secte des assassins, mais ce qui est vrai, c'est le redoutable Hassan Sabbah qui faisait trembler tous les souverains du Khorasan et du monde musulman, car il pouvait assassiner qui il voulait finalement, même s'il ne pouvait pas sortir de sa forteresse, parce que là, à mon avis, il n'aurait pas pu aller bien loin. Un personnage où on peut tirer aussi beaucoup sur la doctrine des Khawarij, des Kharijites, aussi, ce qu'on pourrait dire des coranistes. Alors pas les coranistes modernes, hein, ceux qui veulent pas faire allégeance au prophète Mohammed, mais je parle des coranistes à l'époque des Khawarij, justement, des Kharijites. Donc je fais le lien avec ça pour vous dire que pour moi, quand vous lisez les passages sur les Ismaéliens et la secte des Assassins, on voit le procédé et on voit le fondement de Daesh, littéralement. Moi, ça m'a époustouflé, hein. Ces passages-là, c'était évident. C'était d'une évidence que je me demandais si Daesh avait pas lu le livre et qu'ils avaient juste pris ce passage-là et omis le reste. Donc voilà, du haut de sa colline, du fort à la Mante, qui n'a pu finalement être balayé que par les invasions mongoles. Hassan Sabbah donc était prisonnier. Il était puissant, mais prisonnier de son fort, le fort à la Mante, le célèbre fort à la Mante. Je ne suis pas sûr que c'était dans un endroit très accessible, puisqu'il a réussi à rester avec ses petits-fils sur le site jusqu'à ce que les Mongols rasèrent tout sur leur passage. Alors voilà pour Hassan Sabbah, fondateur des Assassins. Voici une citation qui vous montre un peu la doctrine de ces assassins. Nothing is true, everything is permitted. Rien n'est vrai et tout est permis. C'est un peu... Ça ne définit pas du tout le personnage. Il faut vraiment lire le livre parce que justement, on parle de cet ouvrage, justement, qui était gardé à Fort Alamante par les Ismaéliens. Et donc, il y a un autre ouvrage aussi dont il est question dans le livre Samarcande, un manuscrit qui renferme des secrets. Donc on voit que il y avait aussi donc des Noirs dans le Khorasan. Voilà. Dans l'iconographie, on nous montre des Asiatiques, puisque je vous dis que c'était plutôt l'Ouzbékistan, c'est une influence mongoloïde au niveau du phénotype, mais il y avait
les Noirs dans le Khorasan. Hassan Sabbah était donc prisonnier de son fort. Il n'en sortit plus jamais jusqu'à la fin de sa vie. Par la suite, 2-3 générations après, enfin quelques générations après, les Mongols ont rasé le... Il ne reste, je pense, aujourd'hui que quelques ruines. C'était quand même un lieu au perché. On ne savait pas, je pense à mon avis, où il était, et je pense que les gens n'avaient pas vraiment les moyens de venir le trouver. Et il a terrorisé le monde musulman, les souverains en tout cas musulmans, parce qu'ils ne pouvaient pas savoir si un jour Hassan pouvait décider de les assassiner depuis son fort Alamut, sans même bouger. Donc Nizam el-Mulk, lui, il a été assassiné par un des disciples, des Assassiyyin. Les invasions mongoles, comme je vous ai dit, ils ont tout rasé sur leur passage. Ils sont partis donc des steppes de Mongolie, ils sont passés donc par le Khorasan et ils sont arrivés à Damas. Et ils ont fondé la dynastie des Khan avec les Seljoukides de Turquie qui ont donné les Ottomans, la Horde d'or. Donc voilà, c'est pour vous montrer aussi dans l'iconographie du médiéval, on nous montre toujours les Arabes avec le teint marron. Comparé aux autres soldats, on voit bien la différence entre ceux qui portent les casques et ceux qui ont les turbans. Le teint est blanc pour les uns et noir pour les autres. Quand les Mongols sont arrivés, personne n'a pu résister. Ils ont donc conquis Damas, le sanctuaire des Omeyyades. Mais ils s'étaient passés sur le Khorasan avant, dont Samarcande et Bukhara, Ispahan, etc. Aujourd'hui, vous allez trouver des gens là-bas qui ont le type mongoloïde. Alors on voit l'ancien Khorasan, c'était à un moment donné étendu jusqu'au sultanat d'Oman et ça commençait vers le Koweït, on voit l'Irak et tout l'ancien pays de Canaan et tout le Hijaz. Une grande influence, le Khorasan, sous la dominance des Seljoukides turcs. Voilà la taille donc de l'empire Seljouquide, immense. Quasiment la même taille que, ou voire même peut-être plus grand que l'empire sassanide, voire même beaucoup plus grand que l'empire sassanide. Les Seljoukides étaient sous vassalité mongole, Seljoukides turcs, et ils étaient le dernier. L'empire byzantin était donc le dernier bout de chrétienté de l'Anatolie, mais ça n'a pas duré. Et la ville de Constantinople est tombée sous les mains des Ottomans en 1453. On voit l'équipement des soldats seljoukides, donc qui étaient sous domination mongole. Ces redoutables Mongols qui ont fait trembler même les royaumes d'Europe, car les Mongols, rien ne les arrêtait, ils sont allés jusque en Europe. On nous parle jamais justement de cette dynastie seldjoukide, on nous parle tout le temps des Ottomans, sans jamais nous mentionner cette dynastie. Donc c'est aussi un bon moyen
d'en apprendre plus en lisant ce livre de Amin Maalouf. Je vais lire un passage où c'est Hassan Sabbah qui parle à Omar Khayyam. À ce moment-là, la secte des Assassiyun n'existe pas encore, car Hassan Sabbah n'a que 17 ans au moment de cette première rencontre. Ils se sont rencontrés 2 ou 3 fois, et ça c'était la première. Alors, je ne cite pas tout, je prends juste un petit passage qui est donc à la page 101 du livre Samarcande de Amin Maalouf. Alors, le livre a été publié, la première publication du livre Samarcande était en 1989. Moi, j'ai une édition de 2011. Alors, c'est une édition de livre de poche. Comme je vous disais, c'est Hassan Sabbah qui parle à Omar Khayyam. Pour vous, les sunnites, il n'y a effectivement pas de preuve. Vous pensez que Mohammed est mort sans désigner d'héritier, qu'il a laissé les musulmans à l'abandon et qu'alors ils se sont laissés gouverner par le plus fort ou le plus rusé. C'est absurde. Nous pensons que le messager de Dieu a nommé un successeur, un dépositaire de ses secrets, l'imam Ali, son gendre, son cousin, son presque frère. À son tour, Ali a désigné un successeur, la lignée des imams légitimes. C'est ainsi perpétué et, à travers eux, s'est transmise la preuve du message de Mohammed et de l'existence de Dieu unique. Là, à ce moment-là, on comprend que Hassan parle en tant que chiite. Mais quand vous lisez le livre, vous comprenez qu'il a eu des maîtres et qu'il a une tendance déjà qui est parmi les 12 écoles des chiites. Je pense que là, on peut dire que c'est les Ismaéliens. Donc il a une influence, il parle, il est jeune, il a 17 ans, et il parle avec Omar. Et la conversation continue. Omar répond, « Dans tout ce que tu dis, je ne vois pas en quoi tu diffères des autres chiites. » Hassan réplique, « La différence est grande entre ma foi et celle de mes parents. Ils m'ont toujours appris que nous devions subir patiemment le pouvoir de nos ennemis en attendant que revienne l'imam caché, qui établira sur terre le règne de la justice et récompensera les vrais croyants. Ma propre conviction, c'est qu'il faut agir dès à présent, préparer pour tous les moyens de l'avènement de notre imam dans cette contrée. Je suis le précurseur, celui qui aplanit la terre pour qu'elle soit prête à recevoir l'imam du temps. Ignores-tu que le prophète a parlé de moi? Et là, Omar répond, de toi, fils d'Ali Sabbah, natif de Qom? Hassan rétorque à Omar, n'a-t-il pas dit, ouvrez les guillemets, un homme viendra de Qom, il appellera les gens à suivre le droit chemin, des hommes se rassembleront autour de lui comme des fers de lance, le vent des tempêtes ne les dispersera pas, ils ne se lasseront pas de la guerre, ils ne faibliront pas, et sur Dieu ils s'appuieront. Omar répond, je ne connais pas cette citation, j'ai pourtant lu les recueils des traditions certifiées. Hassan lui dit, tu as les recueils que tu veux, les chiites ont d'autres recueils. Voilà, il dit bien que lui, il a ses références qui ne sont pas connues des chiites, qui ne sont pas connues des sunnites, qui ne sont pas dans les textes sunnites. Alors Omar répond, et c'est donc de toi qu'il s'agit. Parce que là, il a la prétention que, soi-disant, un des hadiths transmis par les chiites parlerait de lui. Bientôt, tu n'en douteras plus. Alors, voilà ce que Hassan répond à Omar avec détermination. Et par la suite, il deviendra ce qu'il deviendra. Pour conclure sur cette présentation du livre Samarcande de Amin Maalouf, je vais vous lire un dernier passage à la page 125 de l'édition Livre de poche. La vraie puissance de Hassan Sabbah, la classe des Fidaï, entre guillemets,
ceux qui se sacrifient. Le grand maître les choisit parmi les adeptes qui ont d'immenses réserves de foi, d'habileté et d'endurance, mais peu d'aptitude à l'enseignement. Jamais il n'enverrait au sacrifice un homme qui pourrait devenir missionnaire. L'entraînement du fidaï est une tâche délicate à laquelle Hassan s'adonne avec passion et raffinement. Apprendre à dissimuler son poignard, à le sortir d'un geste furtif, à le planter net dans le cœur de la victime ou dans son cou, si sa poitrine est protégée d'une cotte de maille. Se familiariser avec les pigeons voyageurs, mémoriser les alphabets codés, instruments de communication rapide et discrète avec à la menthe, apprendre parfois un dialecte, un accent régional, savoir s'insérer dans un milieu étranger, hostile, s'y fondre pendant des semaines, des mois, endormir toutes les méfiances en attendant le moment propice à l'exécution, savoir suivre la proie comme un chasseur, étudier avec précision sa démarche, ses vêtements, ses attitudes, ses heures de sortie parfois, quand il s'agit d'un personnage exceptionnellement bien protégé, trouver le moyen de s'engager auprès de lui, l'approcher, se lier avec certains de ses proches. On raconte que, pour exécuter l'une de leurs victimes, 2 fidaïs durent vivre 2 mois dans un couvent chrétien en se faisant passer pour des moines. Remarquable capacité de caméléonnage qui ne peut raisonnablement s'accompagner d'un quelconque usage de hashish. Plus important que tout, l'adepte doit acquérir la foi nécessaire pour affronter la mort, la foi en un paradis que le martyr lui vaudra à l'instant même où sa vie lui sera ôtée par la foule déchaînée. Nul ne pourrait le contester. Hassan Sabbah a réussi à bâtir la machine à tuer la plus redoutable de l'histoire. Face à elle, il s'en est toutefois dressé une autre, en cette sanglante fin de siècle, et celle-là, c'est la Nizamiya. Par fidélité au vizir assassiné, va semer la mort avec des méthodes différentes, peut-être plus insidieuses, certainement moins spectaculaires, mais dont les effets ne seront pas moins dévastateurs. Voilà, petite édition de poche. Celle-là, je l'ai eue d'occasion. J'avais une édition mieux que celle-ci, mais on ne me l'a pas rendue, comme d'habitude.